Alors bonjour à tous et bienvenue à cette webconférence qui portera aujourd'hui sur le lean et les usines du futur. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Camille Lambert, je suis chargée de projet marketing digital au sein de la société XL Group. Et aujourd'hui, la session sera animée par deux de nos consultants qui sont donc Michael Sylvestre et Guillaume Redon. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Alors, brièvement, quelques petites règles. Pour le confort de tous, vous avez dû remarquer que vos micros et vos caméras sont coupés. Ça permet aux personnes qui ont un petit peu moins de connexion de pouvoir suivre la webconférence correctement. Pour ce qui est des questions, vous pouvez les poser à tout moment via le petit module de conversation, donc là où vous êtes tous en train de nous dire bonjour. Donc n'hésitez pas à poser vos questions à tout moment pendant la webconférence et Mickaël et Guillaume essaieront d'y répondre au fil de l'eau. Pour ce qui est des slides et du replay, vous recevrez normalement un mail lundi dans la journée avec tous ces éléments. Avant de commencer, je vais vous présenter brièvement la société XL Group. Alors, nous sommes un cabinet de conseil et de formation spécialisé dans le domaine de l'excellence opérationnelle. Nous sommes implantés en France depuis plus de 30 ans et nous avons une antenne à Paris, Grenoble, Reims, Lorient et Lille. Et nous avons également une filiale en Suisse depuis 2014. Voilà, écoutez, je ne vais pas en dire plus et je vais maintenant laisser la parole à Guillaume et à Mickaël et je vous souhaite à tous une excellente webconférence. Merci Camille et encore bonjour à toutes et à tous pour nous rejoindre et puis pour votre participation. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui se connectent. Merci beaucoup, dont certains que je connais ou que je reconnais, qu'on a pu se croiser dans le passé. Ok, donc aujourd'hui, nous allons vous parler de l'usine du futur et du lien et de l'importance de l'excellence opérationnelle dans l'usine du futur et dans quelle mesure nos démarches de transformation, lean ou excellence opérationnelle sont compatible et même plus que compatible avec les enjeux autour du digitaux actuels. Donc, après vous avoir présenté d'abord les enjeux actuels auxquels font face les industries, mais plus largement les entreprises, quelques constats que nous pouvons faire avec certains d'entre vous autour de la table et certains clients que nous croisons tous les jours. L'idée, c'est de partager ces enjeux, ces constats, avant de vous présenter les apports du digital dans nos démarches. Comment est-ce qu'on peut intégrer ça? Et puis surtout, après, de rentrer plus dans le détail et quelques cas pratiques de ce qu'on a pu faire, voir, mettre en œuvre ou juste observer pour vous ouvrir un petit peu là-dessus, voir dans quelle mesure ça peut aussi répondre à peut-être vos problématiques. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Et puis, en quatrième partie, essayer de voir dans quelle mesure on peut aller encore plus loin en créant ses propres solutions informatiques, en utilisant des approches type low-code. Donc, on parlera beaucoup d'intelligence collective et de comment créer ses propres applications. Pardon. Et puis enfin, nous terminerons sur l'impact que ça peut avoir dans les organisations des systèmes d'information, ce qu'on appelle souvent les DSI. Oui, toutes ces nouvelles possibilités, ces nouveaux enjeux, ça impacte aussi ces services-là. Et c'est des sujets qu'on croise assez régulièrement. Donc, on voulait quand même terminer la webconf sur cette partie-là. Ça nous paraissait important. Les questions et réponses sont mentionnées à la fin, mais bien sûr que vous les posez au fil de l'eau. On est deux, Guillaume et moi. Et donc, comme l'a mentionné Camille, on répondra au fil de l'eau. Guillaume parcourra pendant que je parlerai et inversement, ce qui permettra d'être un peu plus dynamique et puis un peu plus de répondre plus fluide, en tout cas dans la webconf. Voilà, installez-vous confortablement. Je laisse la parole à Guillaume pour les enjeux. Eh ben, merci Mickaël pour cette introduction. Donc, au niveau des enjeux, nous, ce qu'on peut constater, et ce que vous constatez aussi certainement, c'est que, comme souvent, ils sont antagonistes, hein. On a, avec le digital, avec les solutions technologiques, des possibilités, un champ des possibles de plus en plus grand, hein. Ce qu'on faisait hier, c'est pas ce qu'on fait aujourd'hui, et c'est pas ce qu'on fera demain, et c'est ça qui fait aussi que c'est très dynamique. Aujourd'hui, dans l'entreprise, finalement, les générations X, Y ou Z, alors, soit sont nées avec le digital, soit l'ont vu arriver, soit quand ils sont arrivés, ça existait déjà. Mais en tout cas, on a une certaine fluidité avec ces outils-là. Et puis finalement, avec tout ce qui est accessible à distance, avec tout ce qui est digital, accessible sur site, on a aussi un changement de mode de consommation. Alors quel est l'un ou l'autre qui a en premier, mais en tout cas, on est moins sur
avoir, on est plus sur, ou posséder, mais on est plus sur avoir accès. Et c'est vrai qu'avec les connexions qui sont de plus en plus rapides et de plus en plus simples, finalement, on peut plus avoir un usage qu'avoir l'objet à la maison. En face de ça, ben, OK, la technologie, c'est bien pratique, on l'utilise tous les jours, mais ça demande et c'est consommateur de ressources naturelles. Ressources qui sont pas toujours accessibles, on l'a vu avec les différentes crises, et typiquement, le covid, ou autre guerre, hein, qui font que, ben, on n'a soit pas accès facilement à l'énergie ou c'est plus cher, on n'a pas forcément accès aux composants techniques et ça pose problème. Ça, on va dire, c'est plutôt sur la partie ressources et accès, mais d'un autre côté, voilà, moi, où est-ce que je me positionne? Bah, dans ces organisations-là, dans ces transformations digitales-là, c'est quoi le sens de mon travail? Et puis quand on met tout ça ensemble, hein, les ressources, les humains, l'entreprise, et bah, c'est quoi la durabilité? Est-ce que tout ça, c'est vraiment durable? Est-ce que ma performance, finalement, elle va être durable? Et c'est là où le lean, bah, il a tout son sens. Bah, et pourquoi il a tout son sens? Parce que déjà, bah, on va bosser ensemble. On va donner du sens à ce qu'on fait. On va donner du sens à ce qu'on fait, eh ben, en ayant une vision flux, en ayant une vision client, en ayant une vision valeur ajoutée. Et tout ça, on va le bosser en impliquant les collaborateurs. Et puis, on va aller traiter bah, ce qui fonctionne pas bien, hein. Des fois, la techno, c'est bien, on intègre de la technologie. Les équipes, est-ce qu'elles ont été accompagnées, est-ce qu'elles ont participé ou pas? OK, donc on va avoir cette notion d'avancer et de régler les problèmes ensemble. Et, donc, bah, donner du sens à ce qu'on fait. Et ce serait quand même dommage de s'amputer de la techno, de s'amputer de tous les outils digitaux, parce que c'est une vraie opportunité. Donc, bah, pour pouvoir bosser mieux, plus facilement, avoir accès aux informations, avoir accès à ce qui se passe et pouvoir agir et piloter, voilà, au plus proche du terrain. Et puis, c'est aussi pouvoir proposer, à nos clients, aux clients, et ben, des nouvelles expériences et une autre forme de valeur ajoutée. Merci Guillaume. Donc, face à ces enjeux-là, nous, on peut constater, plusieurs travers à la techno dans nos missions. La question de fond qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui fait la performance finalement? C'était un peu dans le teaser de cette webconf, mais est-ce que c'est l'outil qui va nous rendre plus performants ou est-ce que c'est que l'outil ou est-ce que c'est plus que l'outil? En fait, nous, ce qu'on pense chez Excel, c'est que c'est les humains qui vont créer l'outil ou qui vont utiliser l'outil, qui vont créer la valeur. Donc la performance, c'est pas que trouver le bon outil et chercher un outil magique, c'est vraiment aller le sélectionner avec les personnes et le faire ensemble. Deux principaux problèmes qu'on a choisi de mentionner avec vous aujourd'hui, même si bien sûr vous pouvez interagir avec nous et en partager peut-être plus largement. C'est deux cas de figure. Soit on a des logiciels qui existent et qui sont problématiques pour les équipes en place, ou, j'ai envie de dire, des services qui sont très peu digitalisés et automatisés alors qu'ils pourraient l'être. Justement dans cet objectif à la fois de redonner du sens aux équipes, de ramener de la sérénité et aussi de ramener de la performance dans les flux. Des logiciels existants problématiques, deux causes principales, soit l'outil n'est pas adapté, soit il a peu ou pas évolué. Peu adapté, non adapté parce que pas compréhensible par les équipes, ou alors pas adapté de base. Ça, c'est les observations sur le terrain et les échanges entre les activités réalisées par les personnes et les personnes qui vont nous permettre de répondre à ces questions-là. Et du coup, les conséquences seront différentes. Soit l'outil n'est pas évolutif, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quelques années, ça a été certainement le bon choix, en tout cas bien pris en main par les équipes, ça c'est ce qui nous importe. Mais malheureusement, on a des difficultés pour le faire vivre dans le temps, en lien avec toute l'accélération de la technologie que décrivait Guillaume juste avant, pardon. Donc ça, petit lapsus. Petite déformation professionnelle. La conséquence de ça, c'est que les gaspillages qu'on observait dans les flux opérationnels et qu'on va aller chercher avec des outils que vous connaissez traditionnellement dans le Lean, on va avoir d'autres types de gaspillage qui arrivent plutôt dans les flux d'informations. Et ça, c'est soit l'outil n'est pas utilisé et ce qui va nous amener à avoir du temps perdu pour les personnes, des tâches inutiles qui vont être faites et refaites tous les jours, avec la perte de sens que décrivait Guillaume, et la dégradation des conditions de travail derrière, de la frustration des équipes, et encore plus problématique, je ne sais même pas si on peut qualifier de plus ou moins problématique, mais des problématiques d'accès à l'information qui vont avoir pour conséquence des décisions
pas pertinentes au niveau de l'organisation, soit au niveau managérial, soit dans les équipes, par exemple pour fabriquer les bons ordres de fabrication dans le bon ordre, la partie ordonnancement ou planification, sujet qu'on croise beaucoup autour de ces thématiques, en tout cas actuellement de mon côté, sur ces sujets-là. Donc voilà, perte de sens et perte de temps et perte de qualité de l'information. Ça, c'est les conséquences malheureusement de ces problématiques de logiciels pas adaptés. Et en parallèle de ça, on a des services qui sont encore trop peu digitalisés et automatisés. Alors, ça peut être une conséquence de ce qu'on a vu avant parce que l'outil a été abandonné, mais parfois, il n'y a quasiment pas eu d'outils de développer dans le passé. La première cause qui nous paraît importante de mentionner ici, c'est la grande variabilité des besoins des équipes. Des pratiques dans les équipes. Si je prends l'exemple de la planification, pour avoir travaillé avec un client qui, je pense, est présent aujourd'hui là-dessus, c'est impossible de digitaliser une activité de planification avec 3 ou 4 planificateurs si les personnes elles-mêmes ne sont pas d'accord entre elles sur la manière de faire. Et la meilleure manière de pratiquer, c'est justement de trouver justement cette bonne pratique de planification qui s'adaptera au maximum de cas avant de chercher à les digitaliser. Et ça, c'est un vrai prérequis qu'on partagera juste après dans les bonnes pratiques justement pour le déploiement. Bon, si on a les bonnes pratiques ou en tout cas les standards qui sont développés dans les équipes, bah parfois on manque de ressources, on manque de temps. Bah oui, bien sûr que ça prend du temps de digitaliser et de mettre en place ce type d'outils. Ça a un certain retour sur investissement en termes de sérénité dans les équipes et aussi financier en termes de gain de temps. Par contre, ça veut dire être capable de s'arrêter pour le créer. Et ça, encore une fois, c'est comme quand on est sur le terrain, on a parfois du mal à s'arrêter quand on est en retard. C'est exactement pareil dans les services qui auraient besoin de ces outils-là. La réticence des équipes à passer au digital, j'ai envie de dire, c'est quand même de moins en moins vrai. C'est pour ça qu'on l'a mis en troisième. Les générations X, Y et Z cohabitant, le sens de passer au digital est de moins en moins remis en question et voire même il est très mis en avant par les équipes qui en ont envie parce qu'elles l'utilisent tous les jours. Et ce principe d'usage numérique est quand même maintenant très démocratisé. Donc, la conséquence de ces services très peu digitalisés, bah, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, c'est un petit peu les mêmes, c'est qu'on a soit des pertes de temps dans les équipes, soit des risques d'erreur ou de perte d'informations. Donc, face à ça, nous, on a quelques conseils qu'on a l'habitude de promulguer assez tôt dans nos démarches. On en a retenu 4 dans cette logique d'amélioration continue qu'on appelle le Kaizen souvent dans nos démarches. La première, qui nous est chère, c'est autour de notre méthode de déploiement, le DMAIC, que vous connaissez peut-être certainement déjà si vous nous suivez, la notion de définir son problème avant de chercher des solutions. Notre objectif à nous, c'est de ne pas sauter sur les solutions, qu'elles soient techniques ou même pas que techniques, mais de passer du temps pour les construire. Faites attention pardon, à ne pas choisir l'outil magique. On croise trop souvent en début de démarche des personnes qui nous amènent des solutions alors que la problématique de départ n'est pas bien exprimée. Je pense à une personne qui cherchait à mettre en place un robot dans son entrepôt, alors que visiblement les écarts de stock étaient monnaie courante et qu'on avait beaucoup de problèmes dans les processus en amont et que la capacité de l'organisation à gérer ces robots, elle était loin d'être mûre. Donc oui, bien sûr que ça marche. Oui, bien sûr que c'est un vrai atout pour notre démarche et on va le développer juste après parce que c'est quand même le but. Mais faites attention au travers et à bien savoir de où est-ce qu'on va et quels sont nos problèmes du moment. Donc, ce qui m'amène au deuxième point, c'est que tout ça, ça se fait sur le terrain et avec les équipes en intelligence collective. C'est aussi en mettant à bord les futurs utilisateurs la capacité à exprimer le problème et à se dire bah, finalement, notre problème, c'est celui-ci qu'on va chercher à résoudre avec notre outil. Et les équipes vont cheminer en même temps que nous, en même temps qu'on va qualifier ce problème-là. Et enfin, le dernier, j'en parlais la semaine dernière avec un de nos clients en formation, c'est attention en digitalisant, à chercher à digitaliser le juste nécessaire, comme le disait Guillaume, et c'est ce qu'on mentionne dans chercher à digitaliser les autoroutes et pas les exceptions. Les autoroutes, c'est chercher à digitaliser les flux principaux de notre activité. Si vous êtes sur une activité de planification, je reviens là-dessus, ce sera un peu le fil conducteur, mais on pourrait prendre d'autres exemples. Cherchez à voir sur quelle gamme, sur quel type de clients les plus fréquemment utilisés, vous allez pouvoir digitaliser de manière la plus simple. Et puis les exceptions, vous allez les laisser gérer par les humains. C'est là où vous allez chercher à mettre l'intelligence pour fluidifier votre flux avec des outils digitaux qui vous font passer 80% des commandes ou des ordres de fabrication à planifier.
Et puis derrière, vous allez utiliser vos rituels et les humains pour prendre des décisions pertinentes sur les exceptions. Si vous ne faites pas attention, vous allez choisir un outil et vous allez commencer à construire tout votre outil autour des exceptions. Et à la fin, vous aurez un outil qui marche certes très bien, mais en fait, il marchera très bien pour les exceptions et pas pour 80% du flux. Donc faites attention, et on parlera juste après un peu d'agilité et de logique de produit minimum viable, à digitaliser le juste nécessaire en visant les autoroutes et en laissant les voies de garage et les exceptions aux humains. C'est aussi ce qui donne du sens aux équipes et ce qui donne la bonne combinaison entre je mets mon intelligence pour fluidifier la partie numérique et puis j'utilise l'humain pour sa capacité à prendre des décisions dans des notions encore plus complexes. Même si l'intelligence artificielle fonctionne, il y a aussi l'intelligence humaine qui fonctionne encore très très bien. Voilà, je te laisse nous présenter, Guillaume, les apports du digital dans une démarche, parce qu'il y en a quand même de nombreux, même si on l'a vu, il y a quelques travers. Ouais. Donc, les besoins, en fait, dans l'usine, ils peuvent être multiples. Et puis, on parle souvent de l'usine. Effectivement, dans l'usine, il y a la partie production, mais il y a aussi tous les services supports qui vont avec. Et donc, sur quoi on peut avoir des besoins, finalement? Alors, on peut avoir des besoins, Mickaël en parlait à un moment donné, sur la partie ordonnancement, planification, la gestion des OF. Encore faut-il que cette partie-là, ben, on ait les bons retours d'infos pour bien planifier et puis pour avoir finalement ce visu aussi en temps réel de l'avancement de notre production. Pour ça, bah, il va falloir à un moment donné aller chercher à collecter, à acquérir des données. Acquérir des données bah, dans les systèmes d'information existants, acquérir des données sur les machines, sur les robots si on en a. Alors c'est vrai que les automates et les outils maintenant se prêtent quand même plutôt bien, en tout cas les dernières générations, à s'interfacer avec d'autres systèmes d'information. Ok, mes données, je les récupère. Qu'est-ce que j'en fais, quoi, hein, comment je vais les utiliser? Comment je les mets à disposition en fait des opérations, des opérationnels. Donc ça va permettre d'aller faire de l'analyse de performance et puis ça va être le sujet un petit peu après. Ça va permettre aussi de gérer la qualité, c'est-à-dire que si je vois en temps réel bah, où est-ce que j'en suis, est-ce que j'ai pas des dérives de qualité, bah, je vais pouvoir peut-être anticiper, hein, si on parle maîtrise statistique des procédés, il y a des outils aussi qui vont porter de la statistique et qui vont acquérir en temps réel et vous dire attention, il est en train de se passer quelque chose et il serait peut-être temps d'agir. Donc voilà, réagir au plus tôt. Réagir au plus tôt, tac, c'est bon, j'agis. Je peux aussi avoir ces besoins de traçabilité. Tac, je détecte un problème. Ok, mince, c'est peut-être pas le seul produit qui est touché. Ce composant-là, est-ce qu'il n'est pas dans d'autres produits? Et est-ce que je ne vais pas pouvoir aller chercher à voir et puis éviter qu'un défaut il arrive chez le client finalement, ou s'il arrive chez le client, bah, jusqu'où je peux remonter et voir ce qui s'est passé. Voilà. Tout ça, ça va nous permettre de quoi? Ça va nous permettre aussi de gérer les ressources, hein, donc les ressources outils, hein, nos robots, nos cobots, hein, parce qu'on parle aussi pas mal de robots collaboratifs. Ça nous permet aussi de gérer la partie personnelle, parce que qui est-ce qui va, qui va faire en sorte que la valeur se fasse bien? Ça va être les équipes, ça peut être s'assurer qu'elles sont bien formées, qu'elles sont bien sur les machines, voilà, gérer les compétences. Le personnel, c'est bien, mais il faut aussi qu'ils aient des machines qui fonctionnent bien, des outils qui fonctionnent bien. Donc, on va pouvoir aller chercher de la maintenance connectée avec de l'analyse vibratoire, de l'analyse électrique pour avoir les remontées et toujours cette notion d'anticipation. Et puis, on va avoir un flux voilà, qui fonctionne bien. Et puis, on pourra avoir le cheminement de nos produits, où sont nos stocks, est-ce qu'on n'a pas trop de stocks, et puis aller chercher ces flux tirés, ces stocks juste nécessaires, pas de surproduction et finalement avoir une production qui se passe bien, des services supports qui vont aussi pouvoir agir au juste besoin en fait, du flux de valeur. Donc tout ça, ça s'interface, ça peut s'interconnecter, et pour ça, à un moment donné, il va falloir aller chercher des solutions, des logiciels, des programmes, des outils, des robots, des machines, et puis il va falloir aussi aller chercher les fournisseurs qui vont bien. Alors des fournisseurs, voilà, c'est... Il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns. Il y en a un nombre certain ou un certain nombre. La liste ici n'est pas exhaustive non plus. Alors, ils sont plus ou moins spécialisés dans un domaine. Hein, des fois, on parle de briques technologiques. Voilà.
Ou alors ils sont plutôt généralistes, où ils proposent finalement des briques ou des parties de briques ou des parties de fonctions, hein, sur chacun des thèmes qu'on peut voir affichés là. Là, ça peut vous permettre de vous dire, bah, tiens, si j'ai plutôt une problématique d'ordonnancement, bah, vers quel fournisseur je vais pouvoir me porter. Alors, il y en a qui intègrent aussi de l'intelligence artificielle ou augmentée, des fois on dit ça, enfin, en tout cas permettre d'avoir un ordonnancement au plus juste. Voilà, ils vont permettre d'avoir accès, bah, aux documents de process, voilà, à bien gérer les procédés, à avoir du suivi en temps réel des étapes, avoir des vidéos, avoir des temporisations. Typiquement, là, je suis chez un client qui a des opérations de collage, il y a certains temps à respecter. Voilà, on peut intégrer directement dans un logiciel avec la vidéo ce qu'il faut faire, avec le temps de collage pour être au plus juste. Derrière, on peut aussi avoir des serrages ou des couples à respecter. Tac, c'est dire l'outil est directement connecté au service d'information et va dire c'est bon, là, tac, tu as bien serré au bon couple. Ça va directement dans le système de gestion de la qualité, la donnée elle est tracée. On peut échanger, analyser les performances. Si on a un problème sur l'outil, on peut le mettre en maintenance. Donc la maintenance est au courant de ce qui se passe. L'outil il est immobilisé. Donc s'il est immobilisé, au niveau de l'ordonnancement, ça va remonter. Donc je vais pouvoir savoir, attention, cet outil-là, il est immobilisé. Peut-être que je ne vais pas pouvoir faire l'opération sur la ligne, sur l'autoroute, hein, comme disait Mickaël, mais il va falloir que je trouve un autre chemin. Voilà. Et tout ça, en tout cas à la maille temporelle la plus courte pour permettre d'agir le plus rapidement possible. Il y a une remarque que je trouve pertinente et que je partage avec tout le monde d'un invité, parce qu'il s'appelle invité, qui résume bien, je trouve, tout ce qu'on se dit là, Guillaume. C'est digitalisation, c'est une démarche proactive. Donc, pour le réussir, il faut manager avant le niveau de maturité et avoir le niveau de maturité de comportement et de compétence de l'être humain. C'est-à-dire passer du mode réactif vers le mode actif, vers le mode proactif. En fait, c'est exactement ça l'approche qu'on écrit et c'est encore presque, c'est bien qu'on soit nombreux et l'intelligence collective, c'est que c'est aussi, je pense, un très bon résumé. Et si on n'a pas les comportements qui vont derrière les outils, en fait, les outils vous amèneront à rien. En fait, c'est un peu ça le sens. Et surtout, comment passer d'un mode passif à un mode le plus proactif possible. Des solutions, il y en a plein, mais nous, ce qu'on pense, c'est pour que ça dure. Et pour les choisir, il faut les choisir au plus tôt et en incluant les personnes avec leurs problèmes, quoi. C'est un peu ça l'idée. Merci. Typiquement, là, sur un cas client, le client il voulait déployer un MES, un Manufacturing Execution System, pour la partie production, enfin la maille en dessous de l'ERP. Il vous en parlera un peu plus, Mickaël, tout à l'heure sur l'ERP, mais il avait déjà le fournisseur. On est reparti du besoin, on est parti des exigences fonctionnelles, et puis on a élargi un petit peu plus les fournisseurs potentiels pour arriver à trouver le fournisseur qui allait bien, qui répondait aux besoins, et puis pas développer l'ensemble des briques d'un coup, faire des choix, hein, c'est quoi l'autoroute, c'est quoi le plus important tout de suite, voilà, pour après élargir à d'autres modules. L'idée de cette webconf, c'était aussi de vous partager des cas pratiques de ce qu'on peut croiser. Guillaume mentionnait le MES. Le premier qu'on voulait partager ou repartager pour les plus fidèles qui sont avec nous autour de la business intelligence, l'informatique décisionnelle en français. Donc, vous le voyez, il y a eu une petite vidéo qui est existante. Donc, quand vous recevrez les slides, vous pouvez, juste en prenant en photo le petit QR code qui est là, retrouver la vidéo YouTube qui vous résume en 3 minutes la BI et son intérêt. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un outil, donc c'est pas un ERP au sens, c'est pas quelque chose qui nous permet de stocker de la donnée, ni de la mettre à jour, ni de la retravailler. C'est plutôt un outil qui va nous aider à aller chercher la donnée au bon endroit, au bon moment, pour éviter les surstocks ou les gaspillages de données. C'est un peu dans ce sens-là qu'on le voit. Donc, c'est ces outils qui nous permettent de fédérer différents systèmes pour nous permettre de mieux piloter. Notre objectif dans une démarche, ça va être de faire converger en fait tous nos services qui ont parfois tendance à travailler de manière un peu silotée dans une organisation un peu trop malheureusement encore classique, avec la production qui vit avec son système de production et d'ordonnancement, la vente qui a vendu ses commandes et qui le suit dans un autre fichier Excel, les études qui sont en train de développer les prochaines versions, les prochaines nomenclatures aussi dans leur propre fichier Excel. Et au milieu de tout ça, on essaie d'avoir une vision globale. Et le problème qu'on a, c'est que les données ne sont pas intègres, elles sont à différents endroits et on ne sait pas qui a raison.
Donc, pour aller vers ça, nous, on va essayer de casser ces fichiers Excel. Non pas qu'ils n'ont pas des données pertinentes, mais l'idée, c'est de les réconcilier et de les réconcilier au service du flux pour que finalement, toutes les données qu'on va lire, en fait, aient une même source et elles fassent sens pour chacune pour que les études puissent avoir la vision de ce qui a été vendu et que les ventes puissent aussi avoir la vision de qu'est-ce qui est exécuté actuellement au niveau des opérations. Donc, ça amène de la transparence et un centrage sur les flux. Et ça nous aide particulièrement, bien sûr, pour aller suivre, nous, sur le terrain, ce qu'on appelle les goulots, parce que les goulots dans les opérations, qui peuvent être parfois dans les usines physiques, mais qui peuvent être aussi au niveau de l'administration des ventes ou qui peuvent être aussi au niveau de la saisie des commandes, hein. Donc, le goulot n'est pas forcément physique, mais du coup, si on arrive à rendre toutes ces données partagées dans l'entreprise, on va arriver à prendre des décisions plus pertinentes et collectives. Donc, on va créer des gros univers de données qui vont aller réconcilier des données entre des données qui viennent des systèmes localisés, voire des fichiers Excel, voire de l'ERP lui-même. Donc, on utilise des outils type Power BI ou d'autres. On a 3-4 en stock, mais il y a une liste non exhaustive, encore une fois. L'idée, du coup, c'est de nous aider à la fois de nous outiller pour l'AIC, le pilotage de l'activité, et de faire en sorte qu'on puisse avoir des graphes qui soient très visuels et très dynamiques, tels que vous pouvez le voir au milieu, pour justement avoir un rituel de remontée de problèmes et puis de redescendre d'informations sur les volumes réalisés, par exemple, sur chacune de nos activités. Ça va nous aider aussi à nous outiller pour la partie supply chain avec des démarches pour ceux qui nous suivent de PIC PDP, plan industriel et commercial ou plan de production. Là, l'intérêt, c'est plutôt d'aller réconcilier des données qui viennent du commerce avec les prévisions de vente d'un côté, les données de réalisation de la production versus ce qui a été planifié par la logistique. Donc, ces trois données-là, souvent, ça demande beaucoup d'analyse en amont, souvent fait par la supply logistique. Là, ça se fait plus en automatique et en mode beaucoup plus visuel, ce qui nous permet de s'aligner tous les mois autour de quels sont nos objectifs à venir et sur quoi est-ce qu'on est en écart. Et puis, bien sûr, tous ces rituels-là, leur objectif, c'est in fine, de faire remonter des problèmes et de nous amener des données, on va dire, descriptives, justement pour commencer à mieux qualifier, à résoudre nos problèmes, jusqu'à aller détecter un peu des facteurs influents, des données qu'on ne suivait pas forcément dans l'organisation. Donc voilà pourquoi la BI nous est encore toujours chère dans nos démarches et on continue d'utiliser année après année parce que ça reste de plus en plus puissant techniquement, plus simple et encore très pertinent. J'ai une question à Michael sur avez-vous Ouais. des retours d'expérience sur des clients qui ont déployé ce type de méthode sur les contraintes qu'ils ont rencontrées? Les méthodes en termes de BI ou On est tombé au moment où tu parlais de la BI. Est-ce que c'est plus Ok. général, Nicolas? Autour de la BI, on en parlera après dans la partie, en conclusion sur la partie organisation des DSI, mais c'est vrai que la BI nous amène déjà à faire un premier pas aussi et ramène un peu de la valeur métier, enfin de la donnée au métier. C'est-à-dire que ça permet aux métiers de se rendre compte qu'ils peuvent avoir accès facilement à la donnée, mais ça leur demande aussi de monter un petit peu en compétence sur ces thématiques-là. Et on va commencer aussi un peu à casser les silos entre le métier, typiquement la supply, la logistique ou la production, qui va vouloir avoir un peu plus de données et du coup qui va certainement se retrouver à son service informatique pour lui dire bah, donne-moi un accès à l'outil et puis explique-moi un peu comment ça fonctionne. Donc c'est un peu ça la limite quand on démarre, mais ceci dit, quand on a 2-3 volontaires dans les services et qui commencent un peu à rentrer dans ce monde-là, ça libère aussi de la ressource côté DSI, mais ça leur impose aussi quelque part de mettre à disposition ces outils-là. Donc ça crée du lien, mais au début ça demande des échanges aussi qui n'étaient pas forcément existants avant dans l'organisation. C'est ça, travailler en notion de client-fournisseur, travailler en transverse, travailler ensemble. Finalement, les outils vont venir assez facilement, hein, Christophe le disait, hein, ce n'est pas dans l'objet que réside le sens des choses, mais dans la démarche. Avec la démarche qui va bien, avec les démarches transverses, bah, finalement, ça se fait assez naturellement derrière, quoi. Ouais. Juste, je prends une question j'aborderai sur la fin. Avez-vous des rétextes sur des clients qui ont déployé ce type de méthode sur les contraintes? Et après, sur la BI et l'utilisation d'un ERP centralisant les métiers, on parlera du rôle de l'ERP aujourd'hui versus celui d'hier et peut-être celui de demain. On en parlera juste à la fin. Donc, je prends la question et on en parlera à ce moment-là. Je me le note. Voilà, Guillaume, je te laisse la parole. Ok, donc ce que disait Michael, avec la BI, alors la BI, ça peut être pour de la prise de hauteur. On peut aussi avoir des outils qui sont
avec de la BI plus terrain, et puis aussi des outils d'animation, alors d'animation à intervalles courts, hein, interfacés avec les données machines, les données d'outils. Alors on a un certain nombre comment dire, de collaborateurs, enfin L'éditeur. d'éditeurs avec qui on travaille. Alors, il y a Pingflow, hein, on a un exemple d'écran, et puis ça me permet de faire le lien qui va arriver un petit peu plus tard sur l'usine école du UMM à Reims, où il est visible. Et puis, on a aussi un cas client, donc on parlait de cas client juste avant, hein, chez qui on a déployé l'AIC Digital. Alors, c'est pas arrivé tout seul, hein, les animations intervalles courts digitales. Au début, ils ont déployé les animations à intervalles courts, on va dire assez classiques, tableau papier, puis ils se sont dit, c'est quoi l'avenir, hein, il y a un vrai besoin de se dire, OK, comment je peux aller plus loin, comment je peux faire vivre les AIC, c'est quoi l'avenir? Et donc l'avenir, c'était d'aller chercher du digital, d'aller chercher des informations qui vont plus facilement passer en transverse, qui vont plus facilement pouvoir se passer. Et là, vous avez aussi un QR code pour aller vers la vidéo après la webconférence, hein, et qui sera comment dire, complémentaire avec ce qu'on va se dire là. Et puis, donc avec Iobeya, et puis on a des fournisseurs comme Atypique ou Fabric aussi qui proposent ce genre d'outils. On en profite pour remercier tous nos partenaires avec qui nous travaillons, nos partenaires qui sont aussi parfois en concurrence, forcément, mais qui, en tout cas, dans notre approche, ont tous des approches un petit peu différentes et qui nous permettent aussi d'aller chercher à résoudre des problèmes différents en fonction de ce qu'on peut observer justement avec les équipes sur le terrain. Et merci à eux pour tout le temps passé avec nous et puis toutes les collaborations qu'on peut avoir. Voilà, c'est là où le besoin est important, de bien poser le besoin, parce que derrière le besoin, ce ne sera pas forcément le même fournisseur. Ok, juste une question du coup que je prends au vol sur quelle transposition possible de ces concepts dans un environnement tertiaire de type usine administrative. J'aime beaucoup le mot usine administrative, même si c'est pas toujours comme ça qu'il faut le prononcer. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ce qu'on cherche, là, dans le visuel que vous avez là, vous avez un visuel classique d'usine. Ça, c'est les flux physiques. Mais pour nous, les flux d'informations répondent exactement aux mêmes contraintes. C'est-à-dire, ce qu'on va observer, ce sont les pertes d'informations entre par exemple, je reviens sur entre les prévisions du service commercial par rapport aux prévisions reçues par le service planification. Vous avez de multiples interactions et de possibilités de perte d'informations entre tout le monde, ou alors chacun les voit différemment. Donc en fait, la première démarche qu'on a, nous, c'est de les analyser avec les acteurs, c'est-à-dire les personnes des services, des usines administratives, pour reprendre votre mot, et de se dire, et finalement, où est-ce que tu perds le plus de temps dans tout ça, une fois que vous avez mis tout votre flux devant les personnes qui l'ont décrit par elles-mêmes, et c'est de se dire, c'est quoi notre premier gros problème qu'on va vouloir résoudre. La réponse sera peut-être ou pas digitale dans un premier temps, hein. Il nous arrive souvent de dire, dans un premier temps, il n'y a pas de réponse digitale. C'est déjà peut-être de se mettre d'accord sur où est-ce que tu m'envoies mes prévisions pour que je puisse les comprendre de la même manière. Il n'y a peut-être pas de digital, mais c'est parler au moins de la même famille de produits, par exemple. C'est ce qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Et une fois qu'on a fait ça, après, on pourra aller plus loin et accélérer le flux et là, ramener du digital. Mais déjà, se mettre d'accord sur les bonnes pratiques, c'est absolument pas digital, mais ça reste très administratif, pour reprendre vos mots. Et après, ça va s'outiller avec des outils de pilotage tels qu'on peut le voir là et des rituels, où on parlera un tout petit peu après d'outils plus spécifiques par rapport à l'activité concernée, comme de la planification, comme de l'approvisionnement, comme de l'ordonnancement, comme de la gestion documentaire, etc. etc. Mais ça peut aussi se faire de manière plus autonome avec ce qu'on appelle le low-code et ce qu'on verra juste après. Donc oui, ça marche complètement et ça se transpose vraiment très bien. Voilà. Ouais, effectivement, c'est d'aller chercher du collaboratif, du travail ensemble et d'avoir les outils qui peuvent permettre de le faire, en sachant que c'est pas l'outil qui fait la solution, quoi. Ouais. On n'arrive déjà pas à se rassembler, à parler ensemble. Vous pouvez mettre un bel outil, quelque chose de fun au milieu, des beaux managements visuels. C'est pas lui qui va Le faire. smiley rouge et vert qui fait résoudre, ouais. Exactement. Ouais. Ah bah du coup, Guillaume, excuse-moi, j'ai repris la main, je te laisse partager la suite. Oui. Donc, qu'est-ce qui va être important de faire? Qu'est-ce qu'on va chercher finalement quand on va chercher à digitaliser? Et c'était la problématique de nos clients. C'était de se dire, OK, j'ai des infos, je pilote,
j'ai des visuels, j'ai des indicateurs qui sont très terrain, des indicateurs qui sont simples, hein, des remontées qualité, des remontées de productivité. Est-ce que je suis bon en prod? Est-ce que je suis pas bon en prod? Est-ce que je suis rouge? Est-ce que je suis vert? Pour ceux qui ont un intermédiaire, est-ce que je suis orange? Hein. Voilà. Et puis de se dire, OK, je suis mon indicateur au niveau du terrain, j'échange avec mes opérationnels, mes chefs d'équipe, voilà, mes référents de zone. Et puis derrière, mon indicateur, je peux pouvoir le remonter, enfin l'escalader, ou en montée ou bien en transverse, hein, au service transverse, et de se dire, OK, est-ce que aujourd'hui, bon, est-ce que je suis bon, est-ce que je suis pas bon? Mais il y a des outils qui vous permettent d'agréger aussi. Là, typiquement, c'est des visuels IOBEA, hein, sur le module 4.0, qui vous permettent de dire, OK, est-ce que je suis pas en train de mettre ma semaine dans le rouge? Parce qu'aujourd'hui, je peux être dans le rouge, mais finalement, si je suis plutôt bon, quand j'agrège, est-ce que je le mets dans le rouge ou est-ce que je reste dans le vert? Est-ce que je suis pas en train de pourrir mon mois? Est-ce que mon mois, il va être bon? Donc ça, donc les AIC, c'est les animations à intervalles courts, ça va être toute la pyramide de pilotage de la performance. Alors, il y a le QR code un petit peu avant, là, sur la partie digitalisation. Vous trouverez aussi une vidéo chez le même client sur la partie plutôt démarche AIC, démarche d'animation à intervalles courts, démarche de supervision active. Et puis vous avez aussi une webconf dédiée là-dessus. Désolé de ne pas tout remettre, mais oui, merci pour la question. Donc voilà. Et ces indicateurs-là, on disait, on fait agir les équipes, hein, c'est les équipes autonomes, c'est les équipes apprenantes. Pour ça, pour aussi la prise en main de l'outil, on va construire avec l'équipe. Voilà, l'équipe va construire ses visuels, va construire c'est quoi mes besoins, qu'est-ce que je veux suivre, mes indicateurs, comment je veux les agréger, comment je veux les voir. Et après, je vais le tester, on va le valider, et puis on va l'animer en réel. On va faire des boucles courtes. Et c'est là où c'est important aussi d'avoir des outils qui sont très évolutifs et très faciles à prendre en main. Et puis, c'est bien de suivre des indicateurs. C'est bien de suivre sa performance. Hein. Juste une remarque, ce qu'on cherche là derrière, c'est d'un point de vue animation intervalle court, pour revenir sur la méthode par rapport à ce que la question d'Isabelle, c'est de faire en sorte que justement ce qu'on affiche au plus près du terrain, ce ne soit pas l'indicateur de performance qu'on appelle souvent le KPI, désolé, l'indicateur de performance suivi par le manager, mais qu'en fait cet indicateur de performance, finalement, ils viennent s'agréger autour d'indicateurs de fonctionnement, d'activité qui sont construits par les équipes elles-mêmes, du coup, et qui donnent du sens. Je prends un exemple, la qualité de service qui doit être à 98%, peut-être qu'il faut avoir pas plus de 30 palettes sur le terrain pour être capable de tenir ça. Donc, on va suivre plutôt le nombre de palettes sur le terrain, c'est un indicateur d'activité. Et puis, si un jour on déborde, comme le dit Guillaume, c'est pas très grave, mais si on déborde tous les jours et qu'on est à 70 tous les jours, alors on a un vrai problème de fond et ça sera rouge tout le temps. Donc, c'est ce lien entre indicateur d'activité qui parle au terrain et construit par le terrain et d'indicateur de performance. Et là, du coup, le digital, c'est vraiment un levier parce qu'on évite tous les fichiers Excel intermédiaires qui nous font des conversions en conversion qui fait qu'on n'est jamais à jour et on ne sait pas où on va entre le manager et ses équipes. Donc, ce côté recalcul automatisé et lien entre indicateur de fonctionnement et indicateur de performance, il est hyper pertinent quand on arrive à bosser dans cet esprit-là. Ouais, voilà. Ça permet vraiment d'aller plus vite, mais effectivement, ce qui remonte, ça remonte du terrain. Tu me fais une super transition, Mickaël. Ah, pardon, je ne savais pas. C'est que les actions, finalement, elles remontent par rapport à des besoins terrain. Donc, on va pouvoir suivre sur le terrain, hein, avec les visuels et puis générer les actions qui vont bien pour agir sur l'indicateur, pour agir sur l'écart. Hein, parce que si ça ne se passe pas bien sur le terrain, au bout d'un moment, les indicateurs à maille un peu plus haute, ils vont passer dans le rouge. Et donc, l'idée, c'est de se faire des actions, hein, d'avoir des suivis de plans d'action, hein, qui soient super dynamiques et de pouvoir les remonter, de se transmettre les actions. Ça n'empêche pas de se parler, hein, justement, mais ça permet de se les transmettre et de les suivre. Et vous avez des exemples là, en photo à droite. Voilà, on détecte un écart, on va déclencher une action, et puis nos actions, on va les suivre, on va les prioriser avec des matrices impact effort typiquement, avec pour les amateurs de systèmes plutôt, on va dire Kanban, les amateurs un petit peu d'agilité, de suivre les avancements. Et puis une question qu'on a souvent en formation, en conseil, c'est est-ce que vous les utilisez aussi? Oui, nous on utilise aussi, on utilise typiquement des outils de BI, on utilise aussi IOBEA, et puis les visuels que vous avez là, c'est des visuels en bas à droite qui sont des visuels Excel sur comment nous, on gère les actions et comment on fait de l'amélioration continue finalement digitale, sachant qu'on est quand même pas mal tous à distance et que c'est bien pratique aussi de le faire comme ça.
Là où le digital va vraiment nous aider sur cette gestion des actions, c'est quand on démarre en système traditionnel. Si vous regardez les 2 vidéos telles que vous pouvez les voir sur notre site, c'est en système traditionnel, les actions elles vont avoir tendance soit à rester sur le panneau, soit quand elles sont escaladées, à remonter, soit à se perdre, soit à pas être traitées au niveau supérieur. Non pas que le management ne veut pas, c'est que ça devient compliqué de synchroniser toutes les informations terrain et un peu plus centralisées. Et là, vous avez la même vision en déporté et en centralisé, et vous allez pouvoir challenger justement le niveau d'autonomie en essayant de le ramener au plus proche du terrain. Mais si le terrain n'a soit pas les moyens, soit pas la maturité, soit pas les compétences, alors à ce moment-là, le niveau du dessus va pouvoir intervenir et justement le voir pour lui faire un retour dans la foulée. Donc oui, effectivement, on touche du doigt la remarque de la personne qui nous dit si le management ne veut pas aller vers ces outils-là, c'est pas ça qui va amener la solution certainement. Par contre, c'est un levier pour aller plus loin une fois qu'on a commencé à travailler la posture managériale et le positionnement des équipes avec l'encadrement. Là, ça permet d'aller plus loin. C'est pas un outil magique, mais ça permet d'aller plus loin. Et puis on va avoir des besoins différents entre le niveau terrain et puis le niveau top management. Mais le niveau terrain, il peut avoir besoin de ces outils-là, ils peuvent ressentir le besoin. Le top management aussi, il y a aussi des enjeux pour attirer des équipes, attirer des personnes. Hein. On parlait tout à l'heure dans les enjeux, mais je veux dire, si une personne arrive, elle dit ça fait un peu vieillot ici, non, je vais peut-être aller dans l'usine qui est un peu plus 4.0 ou sur le service qui est un peu plus 4.0 parce que ça m'attire un petit peu plus, à l'embauche, ça peut aussi être un petit peu plus attractif et là, le top management, ça peut aussi l'intéresser. Alors, on a vu la partie AIC, on dit que c'est les remontées du terrain. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher aussi sur le terrain? On peut aller digitaliser les tours d'animation terrain, les tours de terrain digitalisés. Alors là, typiquement, ça fait le lien aussi avec la formation Ligne 4.0 avec l'IUMM, avec l'usine école qui est à Reims. Et ça me permet, vous verrez les photos de parler des manuels avec Guyot et qui on travaille pas mal à l'IUMM sur cette construction et puis sur l'animation. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'on a fait sur Reims? Hop là. Je te remets juste la bonne slide, Guillaume, pardon. Voilà, un petit QR code qui va bien. On a tous un téléphone portable dans la poche. On scanne le QR code et puis c'est parti. On a le tour de terrain guidé pour, là, c'est le démarrage machine, les vérifications sécurité. Hein. Généralement, on a des vérifications au moins mensuelles de l'ensemble des sécurités. On va pouvoir enregistrer, valider, prendre des photos, détecter des écarts. Là, de manière pédagogique, c'était aussi de se dire, OK, on a un tour de démarrage. Est-ce que ce tour de démarrage, il est vraiment bien optimisé? Tac, on va chercher du collaboratif, on va travailler en équipe, on va faire les fameux petits diagrammes spaghetti qu'on peut faire sur tableau, qu'on peut faire de manière digitalisée. Voilà, les solutions sont multiples. Et puis, tiens, j'ai un tour d'animation, un tour de démarrage qui est pas mal, qui est bien optimisé. Nickel, on va le passer en réalité augmentée. On a des outils, des lunettes qui sont maintenant très légères. On peut avoir le visuel directement dans les lunettes, valider avec les yeux ce qu'on est en train de faire, avoir des petits ronds qui nous disent appuie ici, une petite main qui nous dit de tourner là. Et puis la réalité augmentée, elle permet aussi, et c'est ce qu'on voit derrière Emmanuel, de se connecter par exemple à un Teams et d'aller chercher une aide extérieure en disant là je suis en panne, là j'ai un problème, et puis d'avoir de la maintenance, on va dire, déportée ou avoir de l'aide à distance. Et puis, on parle aussi intégration formation ou tester de nouvelles manières de faire. Si on a un jumeau numérique, c'est parti en réalité virtuelle. On enfile les lunettes, on récupère les petites maracas qu'on voit, et puis on va pouvoir aller, OK, si je fais ça, là je démarre. Et finalement, plutôt que d'avoir de la formation directement sur la ligne de prod, on peut le faire avant hors ligne. Et puis quand on arrive sur la ligne de prod, on est un peu plus opérationnel et on connaît déjà un petit peu parce qu'on a déjà vu la machine et qu'on a déjà, alors peut-être pas physiquement touché les boutons, mais en tout cas virtuellement fait les démarrages et vu ce que ça pouvait donner. Ce qui est important de préciser, c'est au-delà du contenu et de tout le sens que tu donnes qui est parfait, Guillaume, c'est que tout ça, c'est quand même de plus en plus facile à faire en fait et à mettre en œuvre par soi-même. C'est-à-dire que le QR code imprimé, ça se fait quand même de manière gratuite maintenant sur Google très facilement, tel que vous pouvez le voir dans nos slides. La création même de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle, en fait, vous le faites avec des outils type Microsoft qui vous permettent de le générer aussi.
Et ça se fait par soi-même et vous n'êtes pas forcément dépendant, vous êtes dépendant de solutions du marché, mais pas forcément d'éditeurs ou autre. Et ça, vous utilisez ça. Et puis si demain ça change, vous pouvez aussi vous recombiner autour d'un nouvel outil. Pardon, Guillaume. Et puis des outils, hein, il y en a d'autres. Tac, on peut digitaliser son Kamishibai, hein, c'est à la fois du management visuel, on peut le faire physiquement avec des petites cartes rouge, vert. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est fait, est-ce que je l'ai fait sur la bonne journée, est-ce que j'ai pas eu un problème? Et puis on peut l'augmenter avec du digital, pareil, tac, j'ai fait l'action, j'ai détecté un problème, tac, ça va remonter, ça va escalader à la bonne personne, je vais pouvoir faire une demande de travaux, par exemple, s'il y a besoin. De la résolution de problèmes, on peut aussi se le faire physiquement et puis un peu plus digitalement ou faire les deux, au plus proche en tout cas toujours de là où ça se passe, hein, au plus proche du terrain. Les cobos, ok, des fois on a des gestes et postures qui sont pas tip top, on a des charges lourdes, tiens, alors, on va aller chercher un petit robot collaboratif qui va faire les opérations et plutôt que l'humain fasse l'opération, il va plutôt suivre, s'assurer que ça fonctionne, amener de la valeur finalement, de la valeur au flux. Alors il peut être bloqué quelque part sur un chariot pour se balader, et puis aussi un outil qui est assez top, on est d'accord avec ça avec Michael, c'est la partie imprimante 3D, tac, je me fais le petit objet qui va bien rapidement, je peux le tester, m'assurer que ça fonctionne, et puis tout ça. Et puis c'est pas bien lourd, ça prend pas trop de place, ça dépend les formats, mais c'est bien pratique. Pour les 5S, avoir une imprimante 3D à la maison, c'est quand même plutôt pas mal. Ouais. Le Kamishibai, pour préciser, c'est des systèmes en fait un peu de ponce-bête pour voir visuellement si on a bien fait ou pas tous les petits audits du quotidien qui nous permettent soit de maintenir en vie nos machines, c'est le Kamishibai maintenance, soit l'équivalent sur les tours de terrain 5S ou même contrôle qualité à faire. Et là, en un coup d'œil, vous savez ce qui est fait, pas fait. Donc parfois, c'est très joli en mode visuel. Et puis la limite, c'est quand il y en a beaucoup, c'est d'être capable de voir plus que les écarts. Et le digital peut vous aider quand vous les déployez un peu plus. Voilà pour cette partie-là. D'autres exemples. Alors, si on veut aller plus loin, c'est le faire par soi-même finalement. C'est un peu l'imprimante 3D qui est une bonne transition. Quand vous avez besoin de revoir l'emplacement de 2-3 points ou de faire un nouveau gabarit, l'imprimante 3D, vous allez pouvoir la faire. Vous avez des bibliothèques en ligne d'objets et puis vous allez les réutiliser, les réadapter par rapport à votre besoin. Là, c'est pareil. Je vais revenir aussi un peu sur les flux d'informations. Si vous allez plus loin, vous allez pouvoir créer vos propres solutions avec les démarches dites low-code. Alors, je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Vous avez l'approche, on va dire, traditionnelle de développement qui consiste à coder avec un certain nombre d'outils de développement. Et vous avez maintenant deux nouvelles façons de coder qui s'appellent soit le low-code, c'est-à-dire je développe avec très peu de développement manuel. Ça, c'est le principe du low-code. Et vous pouvez aller certains, alors nous, on n'a pas encore testé pour être tout à fait transparent chez Excel, du no-code, d'autres outils qui permettent de le faire sans code du tout. Pas encore testé, mais pourquoi pas un jour, hein, si l'occasion se présente. Donc, c'est une interface visuelle très simple avec des composants préfabriqués que vous allez pouvoir assembler. Et puis, et vous allez y accéder souvent par Internet. Et ça vous permet de réutiliser facilement vos propres modèles et puis d'automatiser, de digitaliser vos flux. Nous, on utilise régulièrement Power Apps, Power Automate. Power Automate, c'est en fait l'outil Microsoft qui vous permet qui est accessible avec toutes les licences Office. C'est aussi pour ça qu'on l'utilise chez nos clients. Vous pouvez aller chercher, aller piocher différentes actions à faire en fonction d'informations qui arrivent, des envois de mails, des réceptions, des mises à jour de données, des retraitements de données ou des envois de données à d'autres services, par exemple, pour répondre à l'usine administrative dans la personne, pour la question de tout à l'heure. Et puis, on profite aussi pour remercier Alma, qui est notre partenaire autour de la région grenobloise, mais qui rayonne aussi tout en France et à l'international, avec une plateforme qui s'appelle Agilium, et puis qui fait aussi du low-code, et puis qui nous accompagne dans certaines démarches. Je pense notamment à des démarches en supply dans lesquelles on partage nos approches, nous, pour se mettre d'accord sur comment mieux planifier, comment avoir des manières de faire ensemble entre les commerciaux, la logistique, la supply. Et puis, on va venir créer en fait des logiciels à base de solutions de liste SharePoint qui va nous permettre de partager les informations de vente et d'aller jusqu'à des systèmes créés par nous-mêmes, quelque part, des systèmes de lecture de commandes, là où les personnes passaient beaucoup de temps à recevoir des fichiers PDF des clients directement.
et ressaisissez avec des difficultés pour tout relire les formats, en fait, on va venir créer un peu comme le système des notes de frais qu'on a dans nos téléphones. En fait, le fichier va arriver, va être lu en automatique et ça va préformater en fait pour l'utilisatrice qui va saisir la commande, lui demander de vérifier si c'est tout bon et du coup, on va pouvoir concentrer l'humain sur est-ce qu'il y a des erreurs, pas des erreurs, et puis gérer les autoroutes en automatique avec ce qu'on appelle de l'OCR, c'est des démarches de reconnaissance automatique de caractères. Ça marche très bien et c'est aussi accessible avec ça. C'est beaucoup moins cher, ça se fait par soi-même. Et le jour où on peut faire évoluer soit nos algorithmes à l'intérieur, soit la solution elle-même, eh bien, on peut le faire puisque c'est beaucoup plus simple et ça nous fait progresser d'un point de vue système d'info. Donc c'est plus facile à prendre en main, ça permet de développer plus rapidement et des outils adaptés aux besoins des équipes puisque par définition on le crée avec les équipes. Donc c'est un peu quelque part pour nous ce qu'on appelle la logique de Kaizen digital. Pour faire simple, avant on le faisait sur le terrain pour bouger des palettes, mais on le fait aussi dans l'informatique pour créer soi-même des logiciels. Un exemple, je ne m'attarderai pas plus, et à votre disposition si vous avez plus de questions sur le low-code. Ça, donc je ne parle pas d'exemple avec le client en question, mais je parle d'un exemple en interne de flux de diagnostic. Là, c'était un diagnostic d'AIC, donc d'animation intervalle court, pour revenir là-dessus. L'idée étant de remplacer nos fichiers Excel qui sont parfois pas toujours les mêmes entre consultants et qui nous permettent en fait d'avoir un peu notre standard d'évaluation et fait le plus rapidement possible pour nous concentrer sur l'observation et en fait l'analyse de ça plutôt que sur la mise à jour et le partage des résultats. Donc là, vous avez un petit écran d'accueil qui est sur votre téléphone avec toute la liste des questions qui pourraient être anciennement de notre fichier Excel, sauf que quand vous passez à l'étape d'après, vous avez les résultats en automatique et puis vous avez la liste des réponses que vous pouvez envoyer automatiquement, soit avec un PDF, un PowerPoint pré-rempli. Tout ça, ça se fait avec du Power Automate typiquement. Solution de Microsoft. Donc c'est un bon premier pas pour rentrer dans l'ère du low-code et la création de sa propre application. Et là, ce qui va être intéressant, Mickaël en parlait aussi, faire ces notions de tester, faire et puis faire évoluer, avoir la main dessus, c'est d'aller chercher les méthodes agiles, quoi. L'agilité, c'est une vraie méthodologie, c'est pas une vraie approche, un état d'esprit, c'est pas uniquement essayer de se raccrocher aux branches et tomber à peu près proprement, hein. C'est d'aller chercher des processus itératifs, de bien avoir défini quel est le besoin du client, des utilisateurs, voilà, de se mettre d'accord sur quel est le produit minimum viable, qu'est-ce qu'on veut faire. Voilà, le tester. Alors, des fois, c'est pas simple, ça prend un petit peu de temps, ça demande de prioriser. Voilà, la fameuse autoroute. Faire le test, faire le bilan. OK, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on reboucle pas? Est-ce que ça fonctionne bien? Et puis derrière, se poser la question, OK, qu'est-ce que je pourrais rajouter en plus? Qu'est-ce qui va faire que ça va être encore mieux? Et puis là, on passe dans la partie aussi amélioration continue. Voilà, donc c'est là aussi on voit les liens entre les différentes approches agiles et puis Lean. Si je peux me permettre, le plus difficile dans l'approche agile, c'est le choix en fait, c'est choisir à quoi renoncer. C'est-à-dire que le digital nous promet beaucoup de choses et il est capable de faire beaucoup de choses. Simplement, si on veut le faire dans un temps court et frapper le plus fort possible, c'est par quelle fonctionnalité, parfois avec un S mais sans S, je vais démarrer pour gagner 80% de ce que je veux faire. Et c'est ça la logique du produit minimum viable. Et ça veut dire être capable de se mettre d'accord à 4-5 services de qu'est-ce que je veux dans un premier pas et après de faire les autres pas ensemble. Mais si je veux tout faire d'un coup, la réponse la plus classique, c'est qu'en fait, ça prendra trop de temps et vous n'aurez jamais les gains que vous voulez et vous chercherez une solution idéale que vous n'atteindrez pas. Donc le plus dur, je suis un peu taquin sur le sujet, mais c'est de se dire, j'en choisis un, je fais ce choix ensemble et je digitalise cette partie-là et à la fin, je vais gagner peut-être que 50%. Je renonce aux 50 premiers pourcents, mais je fais déjà le premier pas. Et c'est énorme en termes d'énergie et de dynamique dans les équipes, ce que ça peut amener. Donc voilà, excuse-moi d'être... Choisir, c'est renoncer. Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, ça nous fait une ouverture une conclusion-ouverture sur l'impact de tout ce qu'on vient de voir sur les organisations des systèmes d'information, qu'on appelle souvent les départements systèmes d'information dans les organisations, dans les entreprises. Forcément, ça va avoir un impact parce que, comme l'a décrit Guillaume depuis le début, on a de plus en plus de solutions qui se créent, on va dire, de manière hebdomadaire, pour pas dire quotidienne, même des utilisateurs qui veulent les créer par eux-mêmes. Alors du coup, c'est encore pire, j'ai envie de dire. Et plus tout ce qui existe dans notre système, forcément, ça va impacter la vision et le positionnement de nos DSI
Et nos DSI, en fait, elles partent d'un monde, là, du coup, sur ce slide-là, l'idée, c'était de revenir aussi sur la question de tout à l'heure, elles partent de solutions qui ont été souvent, dans un premier temps, de manière traditionnelle, centrées sur métier par métier, service par service, qui permettaient, en fait, d'avoir des solutions aux commerciaux de bien répondre à leurs clients, d'avoir une bonne vision des stocks, une bonne vision de la production, sauf que le problème, c'est que quand vous les mettez toutes ensemble, vous avez plusieurs fois les mêmes données, et elles ne sont pas toujours à jour. Et vous ne savez plus qui croire dans l'organisation. Donc, en fait, de plus en plus, on est dans une organisation qui va mettre de l'intelligence dans un ERP centralisé. L'ERP, c'est quelque chose qui est assez ancien, hein, il y a des années 70-80, qui s'est développé dans les années 90, avec d'abord le MRP, la partie gestion des stocks à l'intérieur, et qui va nous permettre de gérer toutes les données et les actifs de l'entreprise à l'intérieur. Que ce soit celle des stocks, celle des ventes, les contrôles qualité, la partie fabrication, la partie compta, finance et gestion. C'est quand même eux qui sont aussi les précurseurs là-dedans pour avoir une vision comptable la plus à jour possible. La question, c'est quelle intelligence on va donner à l'ERP. L'ERP nous permet de tout centraliser, d'avoir une donnée intègre. Mais si vous mettez toute l'intelligence dans l'ERP, vous allez avoir des problématiques après d'agilité pour mettre en place vos solutions dans les métiers. Donc, en fait, on est un peu entre les deux à chaque fois et on évolue vers des systèmes centraux et de plus en plus de briques un peu agiles qui vont venir s'interconnecter avec notre ERP, mais en étant sûr qu'on ait des données qui soient des données centrales qui soient à jour. Après, le traitement de la donnée pour les stocks ou pour les ventes peut se faire de manière décentralisée, mais par contre, on doit quand même garantir l'unicité de la donnée à un moment donné. Ça nous permet d'avoir plus d'interfaces, enfin, ça nous impose d'avoir plus d'interfaces pour les systèmes d'information, mais par contre, plus à jour, et du coup, ça nous libère un petit peu de la dépendance à l'ERP aussi. Donc voilà, on cherche l'équilibre entre ces deux, et surtout on repositionne le département système d'information comme un fournisseur de données intègres avec des solutions mises à disposition pour les métiers et une intelligence qui peut être soit dans le RP, soit à l'extérieur. Soit à l'extérieur et développée par le métier lui-même, comme on l'a vu juste avant avec le low-code. Donc ça nous permet d'aller vraiment plus loin, mais forcément, ça impacte notre service de système d'info. Et surtout, ça nous repositionne, nous, en tant que DSI, non plus comme un service support, mais un service créateur de valeur, soit pour notre client interne, les métiers, en leur mettant en données à disposition et des formations pour des nouveaux outils et de la donnée, soit pour les clients externes avec des portails web, de la traçabilité en temps réel, comme par exemple dans la pharma, toutes ces choses-là, c'était des choses qui n'existaient pas avant, et forcément, ça impacte notre organisation. Et ce qui devient compliqué en tant que DSI, c'est avec des ressources contraintes, on n'est par définition pas à capacité infinie non plus dans le digital. Donc, c'est comment je peux continuer à mieux maîtriser la charge de mes collaborateurs et en restant serein et en maîtrisant mes délais projets. Et c'est là où on va toucher nos problématiques de gestion de pilotage projet, d'OBEA et de toutes ces thématiques de pilotage qu'on va retrouver dans nos départements de systèmes d'information. Là aussi, vous avez aussi des webconf dédiés. Et tout ça, ça va nous amener, comme on l'a vu tout en filigrane de cette webconf, à faire monter en compétence les métiers de l'entreprise sur la valeur de la donnée, et puis nous, à être fournisseurs quelque part de solutions pour les métiers. Mais c'est tout le monde qui doit monter ensemble d'un cran, j'ai envie de dire, pour pouvoir faire émerger ces nouvelles solutions et pour pouvoir les digérer, on va dire, collectivement dans l'organisation pour qu'elles aient vraiment un sens et qu'elles amènent de la performance derrière. Je n'ai pas précisé ce que c'était que l'ERP et je m'en excuse. Et merci Guillaume d'avoir tenté de répondre en 5 lettres, en 5 mots, c'est pas facile. L'ERP, c'est donc l'Enterprise Resource Planning qui nous permet de gérer toutes les ressources des actifs de l'entreprise. Le plus connu d'entre eux, c'est SAP pour ne pas le nommer, mais vous avez plein d'autres variantes qui existent et qui viennent s'installer dans pas mal d'organisations. Donc pas que ce soit un outil magique, mais c'est souvent un premier pas pour faire des belles choses. Après, il faut aller plus loin avec des solutions plus métiers et c'est des solutions parfois plus spécifiques qui vont se connecter là-dessus. Voilà, je me permets, on est pas mal en timing de conclure sur le lien et de faire conclure Guillaume sur le lien entre Lean et agilité, parce que vous l'avez vu, il y a un vrai point commun entre tout ça. Voilà, on a parlé de bien impliquer des équipes DSI, d'impliquer les équipes informatiques, des métiers qui viennent souvent plus de la partie logicielle. Sur les opérationnels, on va avoir plus des équipes qui viennent du Lean. Alors, équipe plutôt logicielle, agilité, équipe plutôt opérationnelle, Lean, et c'est nickel parce que on partage un certain nombre de valeurs communes. Donc, c'est plutôt une excellente nouvelle.
Et le lean et l'agilité, qu'est-ce qu'on va trouver comme valeur dans l'agilité? L'humain au centre des projets. On se l'a dit plus tôt. C'est le cas dans le lean. Confiance, solidarité, collaboration, c'est tout le sujet. S'adapter à vivre ensemble et vivre ensemble le changement, pareil. Et puis des bénéfices pour tous, oui, on travaille au service de tous. On est souvent des clients interconnectés, des clients fournisseurs interconnectés. Et puis dans les outils, on va retrouver des outils. Alors Mickaël parlait de l'OBIA, c'est la grande salle, c'est la grande salle projet, d'avoir un visu sur l'ensemble de projets, de pouvoir planifier, d'avoir une participation dynamique avec des petites images en bas, c'est les systèmes Kanban pour voir les actions, comment elles avancent. Voilà, c'est livré fréquemment, c'est les fameuses boucles courtes. Travailler en collaboration et puis avoir des réunions d'alignement fréquentes, c'est les fameuses animations intervalles courts projet. Et puis suivre, alors, des fois on parle plus de taux de service en ligne et les IPP, pourcentage et promesses complétées, c'est est-ce qu'on arrive à bien servir nos clients, à bien servir les demandeurs et est-ce que ça correspond à leurs besoins? On est tout à fait dans le sujet, quoi. Exactement. Là encore, le lean et l'agilité. L'agilité, ce qui est compliqué là dans le panneau Kanban, c'est pas le panneau qui est magique. Ce qui est magique, c'est de se dire si j'ai plus de 5 ou 10 post-it, alors j'ai un problème. Et c'est être capable de choisir lequel je vais prendre et dans quel ordre. Et c'est nos fameuses réunions fréquentes qui vont être là pour ça. Dans l'agilité, on appelle ça souvent dans l'informatique le Scrum, qui est une des techniques les plus classiques, mais dans lequel on cherche à livrer de plus en plus fréquemment, donc à réduire, nous, nos tailles de lot autour de la livraison de fonctionnalités de plus en plus petites et de plus en plus adaptées, ciblées pour une recherche de résultats et de performance orientée client. On est exactement dans les mêmes logiques entre les deux. Donc, il y a un vrai lien entre tout ça. Il est midi 1 et je crois que nous avons terminé les questions et réponses. Alors, on a essayé d'y répondre au fil de l'eau. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Merci d'avoir reprécisé ce que vous avez dit sur les DSI. Je pense que pour ma part, nous en avons terminé. Ouais. Je pense que c'est bon. En termes de questions, vous avez pu répondre au fil de l'eau. Donc, je pense qu'on est bon. Je me permets, du coup, juste avant que vous partiez tous, de vous présenter les prochaines dates de nos webconférences. Du coup, on en aura 2 d'ici la fin de l'année, avec les prochaines aussi qui arriveront en 2023. Donc, pour finir l'année, nous aurons une webconférence sur le Lean et le RSE le 18 novembre 2022. Et en décembre, le 16, ce sera une webconférence sur le Lean Finance. Voilà, vous pouvez déjà les noter dans votre agenda et les dates 2023 arriveront prochainement. Voilà, écoutez, je pense que du coup, il n'y a pas d'autres questions qui sont arrivées. Je vois que les gens nous disent plutôt merci. Donc en tout cas, merci Mickaël et Guillaume pour cette présentation qui était très claire. Merci à tous pour votre participation et je vous dis à bientôt pour une webconférence. Bon appétit et bon week-end. Bon week-end et bon appétit à toutes et à tous. Salut Guillaume, salut Camille. Oh.